Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un objectif, mais plutôt je vais vous présenter un type d'objectif. Les objectifs K-Leinar. J'ai décidé de vous parler de ces objectifs parce qu'ils sont relativement méconnus et assez intéressants. Commençons avec un petit peu d'histoire. La formule K-Leinar a été calculée par Hugo Hahn dans les années 20 pour l'entreprise Optische Werke AG. Et je sais ce que vous allez me dire, ça sonne pas très soviétique tout ça. Eh bien oui, c'est allemand. Alors, cette entreprise produisait des objectifs sous le nom de Ruo, R-U-O. Et malheureusement, pour elle, elle a fermé ses portes en 1934. Mais elle avait des brevets. Elle a donc décidé de les vendre. Elle a vendu une partie de ses brevets à Askania Werke, une entreprise visiblement allemande, et le reste a été vendu aux soviétiques. Et c'est ainsi qu'en 1935, WOMP, en association avec le GOI, nous sort le K-Leinar 50 mm 1.5. Avouez qu'un 50 mm 1.5 en 1935, ça en jette. Malheureusement, la qualité optique s'avérera plus que médiocre. Alors, je vous passe ces détails techniques. Sachez qu'il s'agit d'un problème de correction, d'aberration géométrique. Alors, Volosov, dans son merveilleux livre L'optique photographique, en parle très bien. Bon, un petit passage où il parle de ça. Et donc, on comprend que finalement, ils avaient acheté une formule optique, un brevet qui n'était pas pas super. Et donc, ça n'a pas abouti à quelque chose. Alors, sachez que pendant les années 30, c'est Slusarev qui a travaillé sur les formules K-Leinar. Alors, Slusarev, c'est intéressant. C'est une personne aussi très connue en Union soviétique parmi les connaisseurs de l'optique. Et ce qui est assez intéressant avec Slusarev, pour la petite anecdote, il est né en France, il est né à Paris. Son père était ukrainien, il est né à Kharkiv, et sa mère était polonaise. Il a grandi à Paris. Il a fait ses études à Paris, donc il est né en 1896, et il est parti en 1921, donc il avait déjà une bonne vingtaine d'années. Il est parti étudier donc les physiques et mathématiques à l'Institut impérial en Russie. Bref, pour en revenir au K-Leinar, la formule optique a été mise dans un tiroir et a été oubliée pendant pas mal d'années, puisqu'il faudra attendre 50 ans, le début des années 80, pour revoir un K-Leinar dans les lignes de production soviétiques. Il n'y en a pas beaucoup, les K-Leinar, il y en a deux. Premier qu'on peut noter, alors la date de conception, c'est pas très clair, c'est peut-être la fin des années 70, mais en tout cas la production a plutôt commencé au début des années 80, tout début, 80-81. Deux K-Leinar ont été produits, donc le premier, c'est pour le 6.6, donc Kiev 60 ou Kiev 88, c'est le fameux K-Leinar 3, 150 mm qui ouvre à 2.8. Un objectif intéressant, bien qu'il ait la réputation d'être assez mou à pleine ouverture, réputation que je peux plus ou moins confirmer. C'est un objectif que j'ai beaucoup aimé utiliser. Pour les portraits, c'est très sympa, il est lumineux. Un bon objectif, un peu gros, un peu lourd, c'est pour du 6.6, donc si on l'utilise sur un réflexe numérique ou sur un numérique tout court, bon, ça fait un peu gros. Un peu lourd, mais un bel objectif avec une belle frontale, vraiment. Je vous conseille, si vous pouvez en obtenir un, il est très sympa. Deuxième objectif, le K-Leinar 5N. Ça, c'est un objectif aussi très intéressant. Pareil, produit à partir de 1981 par Arsenal. Je voulais préciser que le K-Leinar 3 était aussi produit par Arsenal. Donc K-Leinar 5N, c'est un 100 mm qui ouvre à 2.8. Alors, intéressant tout de même à noter, si le K-Leinar 3 a gardé la formule optique originale, avec 4 lentilles,
Le Kalenar 5, lui, a été plutôt fortement modifié. Ils ont ajouté une lentille supplémentaire derrière le diaphragme, donc maintenant il y a 2 lentilles derrière le diaphragme. Et la deuxième lentille en frontale, enfin la deuxième à partir du début, a été transformée en doublet. Donc ça fait une sacrée transformation. Alors c'est intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé entre 1930 et 1980 ? Bon, historiquement beaucoup de choses, je vous l'accorde, mais au niveau de l'optique, notamment Kalenar 3 n'a pas beaucoup changé, donc j'imagine que soit c'est les technologies qui permettaient d'ajuster les lentilles de manière, enfin la correction des lentilles, ou alors c'est peut-être le verre de meilleure qualité qui a permis enfin d'utiliser cette formule optique. Concernant Kalenar 5, on peut évoquer ici un petit mystère quand même de la production soviétique, c'est la production des 100 mm. Les soviétiques n'ont jamais eu vraiment de 100 mm. Alors au début, ils avaient l'Industar 24M, 105 mm 3.5. Bon, il n'a pas été produit longtemps, il n'était pas très bon, des problèmes aussi de conception, je crois. Enfin, ça a foiré, comme on dit. Il était produit à partir du début des années 60, voire toute fin des années 50, jusqu'au milieu des années 60. Donc ça ne fait pas beaucoup, c'est pour ça qu'aujourd'hui il est plutôt rare. Il y a le Vega 13 aussi, bien sûr, Vega 13, 100 mm 2.8, monture M42. Mais bon, qui a ici un Vega 13 ? Personne. Personne, encore une fois, c'est un objectif qui a été presque pas produit. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ça, c'est bon. Il y a beaucoup d'objectifs qui ont été conçus par les soviétiques, d'excellents objectifs, qui n'ont jamais été produits, sûrement parce qu'il y a des problèmes de budget ou de plans modifiés. Bref, il y a beaucoup de choses à redire sur la production soviétique. Ce qui fait que finalement, entre l'Industar 24 et le Kalenar 5, eh bien, il y a pas mal d'années où il n'y avait pas de 100 mm. Pourtant, les soviétiques avaient des 100 mm pour le cinéma, notamment le merveilleux OKS 1-100-1, un 100 mm qui ouvre à 2, qui est excellent, type planard. Mais ils ne l'ont jamais adapté pour une caméra, un appareil photo. Peut-être que c'était trop cher. Alors revenons au Kalenar 5, cette fois-ci définitivement. Et je voulais aussi noter une dernière chose. Il semblerait qu'Arsenal prenait en compte on va dire, le confort de leurs clients, puisqu'ils ajoutaient dans la boîte, en plus de l'objectif, un adaptateur, ou plutôt une monture M42, qui pouvait être relativement facilement changée. On prenait un tournevis, on avait 5 vis à enlever, on mettait la monture M42 à la place du Nikon, et ça marchait très bien. Et c'était plutôt sympa, c'est la seule usine à avoir fait ça. D'ailleurs, Arsenal était aussi la seule usine à produire l'adaptateur A vers Nikon, pour utiliser les objectifs en monture A, comme par exemple Jupiter 11A, Jupiter 37A, sur des appareils Nikon. Et ça, je trouve que c'était plutôt sympa. Mais finalement, ce Kalenar 5, c'est un objectif que j'ai assez peu utilisé. Pourquoi ? Parce qu'il est finalement trop bon. Le bokeh, il est normal. Ça tourne pas. Normal, il est très bien corrigé. Il est très piqué. Vraiment, rien à dire. Un très bon objectif qui, du coup, pour les gens comme moi qui aiment les choses un peu particulières, ça manque d'intérêt. Donc il n'y a pas grand-chose à dire sur cet objectif d'un point de vue technique. C'est pour ça que je vais vous laisser regarder les photos que j'ai pu prendre avec le Kalenar 3 ainsi qu'avec le Kalenar 5.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Première vidéo depuis pas mal de temps. J'avais pas mal de choses à faire, puis surtout, j'avais pas d'idées pour les vidéos. Si vous avez des idées à me proposer, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à poser un pouce bleu, je crois, à vous abonner si vous n'êtes pas déjà, et puis on se retrouvera peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. D'accord? Camera! Yes! Action it!